Est-ce que vous avez le son? Oui, monsieur, Bonjour. juste. Oui, Bonjour. merci. C'est Abslam, Absamad, c'est ça? Oui, monsieur, attends, Oui, merci. Merci beaucoup. Tu es très sérieux, hein, donc il faut continuer comme ça. merci, monsieur, merci. À tout à l'heure, hein.
Bien, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous comment on mesure l'inflation, donc à travers un indice très connu, donc un peu partout dans le monde, qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC. Et donc je vais voir ça avec vous à travers un petit exemple, donc simplifié. Mais même si vous l'appliquez, donc la méthode que je vais vous donner, vous l'appliquez à un vrai cas, donc le cas donc d'un pays où on suit l'évolution des prix de milliers et des milliers de biens et de services, ça donnera le même résultat. Après, je vais essayer de voir avec vous les effets de l'inflation parce que ça, c'est la chose, c'est l'une des choses les plus importantes parce que non seulement il faudrait savoir expliquer, si vous voulez, comment l'inflation, elle arrive, comment l'inflation, elle est provoquée, c'est-à-dire les causes de l'inflation, eh bien, il faudrait savoir en tant qu'économiste pourquoi on n'aime pas l'inflation, pourquoi tous les gouvernements du monde ne veulent pas donc un taux d'inflation très élevé. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets. Donc, on va voir un peu les effets sur les salariés. Donc, il y a des effets sur les gens qui ont des revenus modestes. Hein. Donc, je sais pas, donc des gens qui ont des petits revenus comme les retraités, par exemple. Mais il y a quand même des bénéficiaires de l'inflation. Il y a des gens qui profitent un peu de l'inflation. On verra quelques-uns, parmi lesquels tous les créanciers. Donc, tous ceux qui prennent des dettes, si vous voulez, eh bien, ils sont les plus grands bénéficiaires de l'inflation et je vais voir ça avec vous à travers un petit exemple chiffré. Et puis après, si j'ai le temps, donc sinon bon, on verra ça la semaine prochaine, je vais voir aussi aujourd'hui les économistes, pardon, ils parlent moins des effets de l'inflation parce que ça c'est vraiment une explication un petit peu traditionnelle, si vous voulez, de l'inflation. Aujourd'hui, on parle surtout des coûts, les coûts de l'inflation. Et là, on va voir que donc ces coûts, donc pour certains, bien sûr, donc ces coûts ils vont être très très élevés, d'accord. Et donc pour d'autres, donc ça sera encore, enfin l'inflation, elle va leur permettre d'avoir des coûts moins élevés. Alors d'abord, on commence par juste un petit rappel de ce que j'ai vu avec le groupe qui était là la semaine dernière. On a vu un peu d'abord la définition de l'inflation. Donc, on a dit que l'inflation, c'est un phénomène de hausse du niveau général des prix. Le niveau général des prix, hein, donc c'est très, très important. On ne va pas juste dire c'est la hausse des prix, non. On va dire c'est la hausse du niveau général des prix. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle touche pratiquement tous les biens et les services. Donc, si l'inflation, elle est généralisée, ou si la hausse des prix, pardon, elle est généralisée, eh bien, on parle d'inflation. Ce n'est pas parce que le prix d'un bien X ou Y a augmenté qu'on va parler d'inflation. Sauf si il s'agit, bien sûr, d'un bien essentiel, d'un bien stratégique qui influence les prix de tous les autres biens. Et j'avais donné l'exemple de l'énergie de manière générale, enfin le pétrole de manière générale, le pétrole, le gaz. Donc ça, c'est un produit stratégique. Et si il y a hausse des prix de ces produits stratégiques, eh bien, tous les autres secteurs ils vont être touchés, ne serait-ce que par le transport, hein, donc parce que le transport va augmenter, puisque tout le monde utilise le transport. Donc en fait, tout le monde va essayer de répercuter cette hausse des coûts de transport sur les prix de vente, ou bien tout simplement, il y a quelques activités économiques qui utilisent beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz pour leur production, pour produire de l'énergie. Je ne sais pas si vous êtes une entreprise qui produit du marbre ou qui produit donc zlige, donc des carreaux. En général, c'est des secteurs qui sont très très consommateurs d'énergie et donc s'ils doivent payer le prix d'énergie plus cher, eh bien leurs prix donc vont augmenter. D'accord. Donc ce qui va influencer le coût donc des constructions immobilières, ce qui va augmenter le coût de l'immobilier, etc., etc. D'accord. Mais retenez que l'inflation est un phénomène de hausse du niveau général des prix et continue. Hein. Donc, il ne faut pas que ça soit juste limité dans le temps. Par exemple, cette hausse générale, elle touche donc beaucoup
de secteurs, mais elle est limitée dans le temps, donc pendant quelques mois. C'est très difficile des fois de parler d'inflation, mais si c'est continu, si elle dure pendant des années, eh bien là, on va dire que donc il s'agit là de l'inflation. D'accord? Alors, les économistes, encore une fois, je ne sais pas si j'en avais parlé la fois dernière, ils caractérisent l'inflation selon son taux, selon le taux. Alors, des fois, tu as un taux qui est faible, donc 2%, 3%. Des fois, tu as un taux qui est moyen, supérieur à 5% jusqu'à 10%. Donc, des fois, supérieur à 10%, des fois, supérieur à 20%. Alors, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais donc, on va juste dire que si le taux d'inflation il est inférieur à 5%, d'accord? Eh bien, on dit que l'inflation, elle est rampante. Donc, je vais essayer juste d'écrire peut-être un petit quelque chose. Comme ça vous permettra de mieux suivre. D'accord? Donc, on va dire là, par exemple, il n'y a rien qui arrive. Bon, ça n'arrive pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à partager cet écran. C'est pas grave. Donc on va juste dire euh, que si l'inflation elle est inférieure à 5%, elle est dite rampante, rampante, donc R-A-M-P-A-N-T-E. Voilà, c'est le qualificatif qu'on utilise, c'est une inflation rampante. D'accord? Alors maintenant, euh, si l'inflation elle est supérieure à 10%, elle est supérieure à 10%, on va dire que l'inflation, elle est déclarée. Elle est déclarée. D'accord? Donc ça, c'est déjà un taux qui est assez élevé. Euh, et si maintenant l'inflation, elle est supérieure à 20%, on va dire qu'il y a hyperinflation. Hyperinflation. D'accord? Alors, hyperinflation, ça veut dire que donc, si vous avez une inflation à deux chiffres déjà, d'accord? Et là, ça devient vraiment très difficile. Donc, imaginez-vous que le prix et les prix en moyenne augmentent de 20%. Eh bien, il y a très très peu de pays qui connaissent de l'hyperinflation. Donc, sauf peut-être si on remonte un peu dans l'histoire des années 80, où vous avez du siècle dernier, vous avez des pays d'Amérique latine, donc des pays comme le Brésil, des pays comme le Mexique, l'Argentine, il y a une quarantaine d'années en arrière, ils connaissaient une hyperinflation. Juste à titre d'exemple, le Brésil, par exemple, dans les années 80 du siècle dernier, eh bien, ils avaient une inflation de 100%. Alors, imaginez-vous une inflation de 100% par année. Ça veut dire que chaque année, les prix de tout ce que vous achetez augmentent de 100% en moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hyperinflation. Ça veut dire, dans ces pays-là, enfin, le risque le plus important dans ces pays avec une inflation élevée, c'est que l'argent, enfin la monnaie, elle n'a plus aucune valeur. Alors, imaginez-vous, vous avez un dirham, ben, c'est un dirham, bien sûr, en une année, si le prix des biens qu'on peut acheter avec ce un dirham augmente de 100%, eh bien, le dirham ne vaut plus rien. C'est-à-dire que, voilà, vous allez le jeter tout simplement parce que il ne vous permet pas d'acheter grand-chose. D'accord? Alors aujourd'hui, le phénomène de l'hyperinflation, on le rencontre encore dans certains pays, mais des pays où il y a pratiquement pas d'État. D'accord? Parce que si vous avez un État organisé avec une banque centrale, avec un contrôle de la masse monétaire, etc., donc en principe,
c'est très difficile d'avoir des inflations ou un taux d'inflation aussi élevé. Mais on a quand même un exemple en Afrique aujourd'hui, c'est le pays du Zimbabwe. Donc, vous pouvez chercher sur la carte Zimbabwe. Donc, Zimbabwe, c'est vers l'Afrique du Sud. Et ce pays-là, bien sûr, il vit une période d'hyperinflation, puisque je pense que les prix doivent augmenter de 1000% chaque année, bien sûr. Mais ça veut dire que le dollar du Zimbabwe, donc, parce qu'ils ont le dollar aussi comme monnaie, pas le dollar américain, mais le dollar du Zimbabwe, eh c'est un dollar qui ne vaut absolument rien du tout. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit ça pour ceux qui étaient dans le cours en présentiel, mais une fois, j'ai fait l'expérience, j'ai acheté 10 millions de dollars du Zimbabwe avec 100 dirhams. Alors, imaginez-vous, 100 dirhams, ça m'a permis d'avoir 10 millions de dollars du Zimbabwe. Ça veut dire tout simplement que la valeur du dirham, elle est donc peut-être 1 million de fois supérieure par rapport à la valeur d'un dollar du Zimbabwe. D'accord? Alors, je répète, on a l'inflation, donc en fait, une fois qu'elle est rampante, donc si elle est faible, donc si elle est 5% et moins, elle est déclarée à plus de 10% jusqu'à 20%. Et au-delà de 20%, l'inflation, elle devient hyperinflation, bien sûr. Alors après, j'ai essayé, donc je ne vais pas trop détailler parce que je vois que ceux qui étaient là la semaine dernière, ben, ils sont là aujourd'hui, donc je pense que je ne vais pas vous embêter davantage par le rappel, mais il faut retenir aussi que l'inflation, elle a plusieurs causes, mais elle a une nature. L'inflation, la nature de l'inflation, c'est que c'est un phénomène monétaire, c'est-à-dire on a dit que l'inflation, c'est la baisse du niveau général de la monnaie, c'est la baisse du pouvoir d'achat, pardon, de la monnaie. D'accord, ça c'est important. Ça c'est la nature de l'inflation. Toute inflation, elle baisse le pouvoir d'achat de la monnaie. Le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est ce que tu peux acheter avec une quantité de monnaie. D'accord. On va dire le pouvoir d'achat de 100 dirhams, c'est ce que je peux acheter avec 100 dirhams si je vais sur le marché. D'accord. Donc ça, c'est l'inflation par sa nature. D'accord. L'inflation par sa nature. L'inflation, elle a une nature. D'accord. C'est qu'elle entraîne une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. D'accord. Mais par contre, les causes de l'inflation, elles sont multiples. D'accord. L'inflation, en fait, elle a plusieurs facteurs, ou elle peut être due à plusieurs facteurs. Et on avait dit, il y a l'inflation par la demande, il y a l'inflation par les coûts, ce qu'on appelle l'inflation par l'offre. Il y a l'inflation par la monnaie, ça c'est l'équation de Fisher, donc l'équation quantitative de la monnaie, MV égale PQ. D'accord. Il y a aussi l'inflation par les anticipations des agents économiques. C'est que des fois, dans certains secteurs, eh bien, les agents économiques, les syndicats, par exemple, ils peuvent prévoir une inflation, même si elle n'est pas encore réelle, elle est juste potentielle. Et avant même que cette inflation ne soit là, donc qu'elle soit réelle, eh bien, ils vont réclamer une hausse de salaire. D'accord? Et cette hausse de salaire, elle est autoréalisatrice. C'est-à-dire, cette hausse de salaire, bien sûr, elle va se traduire par une augmentation des coûts au niveau des entreprises. Ça, c'est réel. D'accord? Et cette augmentation des coûts poussera les entreprises à augmenter leurs prix. Ça, c'est ce qu'on appelle une inflation par les anticipations. Et ça, c'est le phénomène le plus dangereux. Puisque les agents économiques, quand ils font des prévisions, eh bien, la prévision, elle reste quand même quelque chose de potentiel. Donc, il y a un risque, mais il est encore lointain, il n'est pas encore certain. D'accord? Mais si maintenant, sur la base de la prévision, vous faites quelque chose dans la réalité, vous prenez des décisions réelles, par exemple, vous allez faire des pressions sur l'entreprise qui vous emploie pour augmenter vos salaires, et bien l'augmentation des salaires signifie immédiatement une augmentation des coûts des entreprises et donc une augmentation des prix dans l'avenir. D'accord? Et puis après, et j'avais terminé avec ça, donc il y a ce qu'on appelle l'inflation par comment dirais-je, par les structures de marché. Et là, on a dit que si vous êtes dans un marché concurrentiel, en général, les prix, donc ils sont compétitifs. En fait, ils vont baisser. C'est normal, c'est la pression de la concurrence. Et c'est l'un des avantages de la concurrence, c'est que chaque entreprise, bien sûr, elle essaie d'être meilleure que l'autre sur le plan de la technologie, sur le plan de ce qu'elle met sur le marché, tous les services qu'elle met à la disposition du client, d'accord? Mais la guerre, elle se fait au niveau des prix. C'est-à-dire chacune va essayer d'avoir le prix le plus bas de manière à ce qu'elle puisse encourager ou de manière à ce qu'elle puisse vendre davantage
ces produits. Par contre, si vous êtes dans une structure de marché d'oligopole, où vous avez seulement quelques petites entreprises qui dominent le marché, d'accord? Où vous êtes carrément dans une structure de monopole, où vous avez une entreprise qui domine tout le marché. Donc là, vous ne pouvez pas contrôler la hausse des prix. Les entreprises en oligopole, elles profitent justement pour même s'entendre sur des prix. Donc ça, c'est en principe, c'est une pratique qui est interdite. Et le fait que des entreprises se mettent d'accord sur des prix, par exemple, de manière à ce qu'elles puissent profiter du consommateur, en général, c'est interdit par le droit de la concurrence dans les pays où il y a un droit de la concurrence. D'accord? Mais s'il n'y a pas ce droit, donc il n'y a pas une législation qui encadre un peu la concurrence sur le marché, ben, les entreprises, elles vont profiter du fait qu'elles soient en petit nombre pour augmenter ces prix ou s'entendre sur des hausses des prix qui pénalisent, si vous voulez, tous les consommateurs. D'accord. Même chose, donc si vous êtes en structure de monopole et si le monopole aussi n'est pas soumis à un contrôle de l'État, donc parce qu'en général, l'entreprise en situation de monopole, quand elle est seule, en général, elle est seule parce que c'est la loi qui lui permet de rester seule. Hein, je ne sais pas, au Maroc, par exemple, l'Office national de l'eau et de l'électricité, c'est un monopole, mais un monopole dans le domaine de l'eau, l'électricité. Ils sont les seuls. Donc, en fait, en général, donc sur certaines parties, si vous voulez, donc du processus de production, transport et distribution d'eau et d'électricité. D'accord. La production, elle est un peu plus concurrentielle parce qu'il n'y a pas que l'office donc de l'eau et d'électricité, surtout pour l'électricité, parce qu'il y a quelques opérateurs qui qui produisent de l'électricité au Maroc et peut-être dans les années à venir, on aura de plus en plus de concurrence en matière de production, mais tout ce qui est transport de l'électricité, donc à travers les infrastructures, etc., ça c'est l'ONE, l'Office national d'eau et d'électricité. Et la distribution, on a encore quelques concurrences hein, pour les Casablanca. Monsieur, est-ce que, euh, monsieur, problème de son, n'entende pas, monsieur, jusqu'à maintenant.